est devenu junkie de ces banques centrales et on a besoin d'elles pour continuer à bosser. Putain, mais c'est quoi la dette? On entend parler de cette dette à longueur de journée. Le déficit explose, la dette se creuse, on risque la faillite, on risque rien. On sait pas trop, tant les politiciens manipulent le sujet pour servir leurs intérêts électoraux. Avez-vous remarqué que les Japonais, dont la totalité de la dette, qui représente 200% de la richesse produite, même davantage, oui. Et ils n'ont pas de problème. Pourquoi? Parce qu'ils ont placé leur argent auprès de leurs propres ils sont citoyens. japonais, hein. En plus, l'Europe encadre cette dette avec le PSC, Pacte de stabilité et de croissance, qui fixe le maximum de déficit public à 3% et de la dette à 60% du PIB. Quel est le problème du coup? Le problème, c'est que ces encadrements sont totalement hors de la réalité européenne, avec 24 des 27 pays en procédure de déficit excessif et nourrissant une gronde anti-Europe. Ces chiffres posent même le problème de leur légitimité juridique, le Conseil d'État français les considérant comme des objectifs à atteindre, beaucoup plus que comme des règles à proprement parler. Et coronavirus oblige, c'est maintenant 26 des 27 pays qui ne pourront pas respecter ces règles, qui semblent donc bien ringardes et inadaptées à la réalité de nos pays. Certains parlent de tout remettre à zéro, d'autres de supprimer le PSC, d'autres encore de sortir de l'Europe. On est dans un flou le plus total, mais du coup ça pose la question de qui et à quoi tient nos États endettés, dans ce qui ressemble à une pyramide de Ponzi transnationale. Prenez vos pilules rouges, on va au pays des costards et des chiffres. Générique. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Alors, nous sommes en ligne avec Paul, qui n'est pas son vrai nom parce qu'il a préféré garder l'anonymat, qui travaille à la Direction Générale du Trésor et qui va nous donner des spécificités beaucoup plus grandes sur la dette française et européenne. Bonjour Paul, merci beaucoup de répondre à nos questions. Bonjour. Alors, la première question que je voulais poser, c'était finalement, quelle est la situation de la dette européenne? Elle est assez hétérogène en fait. Il y a de grandes variations qui sont observables entre les ratios de dette sur PIB des pays et sur les méthodes de calcul que l'on utilise. Par exemple, pour la zone euro, la Grèce, qui est le pays le plus endetté de la zone, a une dette qui atteignait 176% du PIB en 2019, alors que pour l'Estonie, elle n'atteignait que 8,4% du PIB. Mais la crise actuelle que l'on connaît, en dépit de ces grandes disparités, signifie que l'ensemble des pays de la zone devraient voir leur dette augmenter en 2020 à cause des effets économiques du confinement qui est appliqué dans la majorité des pays d'Europe de l'Ouest. Pour la France, par exemple, notre dette s'établissait en 2019 à 88% du PIB et on estime bien qu'elle devrait bondir à hauteur de 118% du PIB en 2020. D'accord Paul, mais du coup, à qui on doit cet argent? Pour la France spécifiquement, 64% de la dette est détenue par des entités étrangères non résidentes. Ce sont bien souvent des investisseurs institutionnels comme des fonds de pension ou des fonds d'assurance, mais il n'y a pas d'informations publiques plus détaillées à ce sujet. Pour le reste, la dette française elle est détenue à 30% à peu près par des sociétés et des établissements de crédit français. Et que signifie cette dette au niveau de la solvabilité d'un pays comme la France? Dans la mesure où la dette de la France va significativement augmenter dans les 2 prochaines années à cause de la crise du Covid-19, à très court terme, ça ne changera pas grand-chose, sachant que les taux d'intérêt auxquels on emprunte sont relativement faibles. La charge de la dette française ne devrait s'alourdir que de manière mineure. En revanche, à moyen et à long terme, le poids du service de la dette, c'est-à-dire le remboursement du capital et des intérêts, va s'alourdir, et cela devrait limiter la marge de manœuvre du gouvernement pour répondre à la crise actuelle. D'ailleurs, l'effet de la dette sur les marges de manœuvre budgétaires pour le gouvernement français avait été souligné en 2019 par la Cour des comptes qui avait très bien noté que le haut niveau d'endettement et le niveau important du déficit ne laissent que peu de marge de manœuvre en cas de retournement de la conjoncture ou de situation de crise. Donc, même si la France n'est pas menacée par un défaut de paiement ou une situation semblable à celle que la Grèce a connue dans les années 2010, la dette reste toutefois un boulet au pied qui a un coût budgétaire et qui érode le capital de confiance de la France vis-à-vis des investisseurs. Peut-être que la crise du Covid-19 et la dégradation des comptes publics suscitera de nouvelles réflexions, peut-être en faveur d'une restructuration des dettes des pays européens qui acterait le caractère quasi éternel des États d'Europe de l'Ouest. Cela pourrait par exemple donner lieu à un rééchelonnement pluridécennal des dettes européennes. Donc en fait, l'État a vocation à éternité en fait, et c'est ça qui en fait sa force d'emprunt. Alors tous les États ne sont pas éternels. Certains ont beaucoup considéré qu'ils le sont, d'autres non. Des changements de régime, des modifications frontières dans certaines régions du monde ont été observées, sont observables. En revanche, les frontières de la France, le régime politique français, la France ne va pas se transformer du jour au lendemain. Ok, je vois. On pourrait parler d'une pyramide de Ponzi, du financement des États? Non, difficilement.
dans la mesure où, justement, contrairement à Ponzi, où Ponzi s'est fait prendre lorsque les investisseurs se sont retirés de son schéma d'investissement, les investisseurs ne se retirent pas d'une dette publique. La dette française est attractive et l'État est réputé éternel. Très bien. Merci beaucoup Paul pour toutes ces réponses précises. Merci, au revoir. Charles Ponzi était un escroc italien dans les années 20, à Boston, qui faisait investir les gens en échange de rentabilités excellentes, sauf que les rentabilités étaient en fait bidons et étaient financées par les plus récents investisseurs. En gros, c'est le modèle qu'avait repris Bernard Madoff en 2008, à une plus grosse échelle puisque 70 milliards de dollars avaient transité à un moment ou à un autre dans le fond de l'escroc américain. Nos États font-ils la même chose? Ils creusent une dette qui semble de plus en plus irremboursable au fur et à mesure des années, ne respectent pas ou difficilement et de toute façon plus maintenant le PSC et les règles européennes, et semblent emprunter sans fin, payant toujours aujourd'hui avec l'argent de demain, avec le risque qu'au fur et à mesure des années, on paye aujourd'hui avec l'argent d'après-demain, et ainsi de suite. Le système des retraites français est un très bon exemple de ce concept. Donc l'État français ressemblerait à un Madoff à mi-parcours? C'est plus compliqué que ça, évidemment. C'est finalement une logique de système. L'État, bien que créancier, peut faire défaut. C'est l'exemple de la Grèce en 2008. Mais le système ne peut pas vraiment imploser, parce qu'il compose les règles. En gros, ils sont dans une situation qu'un changement de règles multilatéral réglerait au moins partiellement et à court terme. Les États européens, parmi les plus riches du monde, il ne faut pas l'oublier, sont aussi solides que leur système est bancal. Leur collaboration économique et monétaire est donc à revoir, mais leur pérennité ne semble pas menacée. Le coronavirus a rebattu les cartes et a montré dans un premier temps une préférence nationale. On a vu les masques volés par la République tchèque à l'Italie, de l'Italie à la Tunisie, des États-Unis à l'Allemagne et à la France, montrant toute la faiblesse de la solidarité européenne au moment le plus sensible de la décennie. Montrant également la nécessité de faire bloc face aux puissances américaines et chinoises, qui dans un deuxième temps ont montré une coordination bien plus accrue et peut-être porteuse d'espoir. Notre État et ses voisins européens sont plus endettés que jamais et la pandémie mondiale pousse en retranchement les logiques de coopération et de coordination européenne. La crise de cette dette va forcer l'État à remettre les compteurs à zéro et ou à changer de modèle. Mais dans les deux cas, la réflexion va devoir être profonde sur le fonctionnement de notre système économique européen. On est devenu junkie de ces banques centrales et on a besoin d'elles pour continuer à bosser. Qu'est-ce qu'on risque du coup? En fait pas grand chose. Cela aura forcément un coût. La baisse du pouvoir d'achat, de valeur du patrimoine et surtout du nombre d'emplois. Cela est lié notamment à l'injection de liquidités dopantes qui du coup modifie la réalité économique de tout ce qui s'évalue en euros. Mais si la dette d'un État aux alentours de 110% ou 120% du PIB pour la France par exemple paraît irrésorbable, sa valeur du pays, considérée par certains indicateurs comme 6 à 7 fois supérieure, rassure. En effet, la différence avec un humain ou une entreprise, c'est que l'État est éternel. Donc en théorie, toujours générateur de revenus futurs, assurant aux acheteurs de sa dette la certitude finalement de pouvoir emprunter à d'autres pour les rembourser. À la Charles Ponzi. Merci à tous.